Un ancien traité de théâtre no japonais donne ce conseil aux acteurs. Pour atteindre la perfection d'un geste, faites mouvoir votre esprit au 10 dixième et votre corps au 7 dixième seulement. C'est à ces 3 dixièmes d'écart que j'ai pensé quand j'ai découvert par hasard ce film japonais de 1926, Une page de folie, l'histoire d'une danseuse enfermée dans un asile d'aliénés. Une fantasmagorie surréaliste où les images se bousculent comme en rêve. Des visions fugitives et en même temps figées à jamais sur un ruban de celluloïd débité à vitesse constante par une machine au rouage froid, implacablement mécanique. Qu'y a-t-il de commun entre le rêve éveillé qui vibre sur l'écran et la réalité des appareils qui le produisent? Un couvercle de machine à coudre. À l'intérieur, un projecteur de film de 1912. La ressemblance ne doit rien au hasard. Ce sont les mêmes mécanismes, maîtrisés depuis le milieu du 19e siècle, qui font tourner les machines à coudre et les projecteurs de cinéma, défiler le ruban du télégraphe, la bande de munitions de la mitrailleuse et la pellicule dans la caméra. Tous ces mécanismes ont un point commun. Ils transforment un mouvement continu en mouvement intermittent, comme le fait la première caméra des Frères Lumière de 1895. En tournant la manivelle de façon continue, l'opérateur fait avancer une bande de film perforée de façon discontinue. À chaque arrêt, la caméra enregistre une image fixe, un simple instantané. C'est le secret le mieux gardé du cinéma. On dit qu'il filme le mouvement, mais c'est juste une illusion. Il ne fait qu'enregistrer une succession d'images fixes. Les hommes dans leur sac n'avancent que par saccades. C'est le cerveau du spectateur qui transforme ce sautillement en mouvement continu. Voilà ce qui est à l'œuvre aussi bien dans les premiers films des Frères Lumière de la fin du XIXe siècle que 30 ans plus tard dans les mouvements somptueux de l'Aurore de Friedrich Murnau, et plus près de nous encore dans les travelling désinvoltes d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Est-ce que tu m'accompagnes, Harold? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir. Vous venez d'où? Monte-Carlo? Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte-Carlo. Fallait que je voie un type. Le cinéma, c'est cette incroyable constance d'un procédé dont les grands principes n'ont pas changé pendant 120 ans. Mais c'est en même temps un foisonnement d'inventions nées des rêves des ingénieurs et des désirs des cinéastes, d'aventures industrielles et de paris économiques. Un parcours jalonné de quelques révolutions et d'innombrables impasses qui reposent dans les réserves de la Cinémathèque française comme au cimetière des bonnes idées. Le Scopitone, par exemple, qui connaît brièvement son heure de gloire dans les années 60 avant de sombrer dans l'oubli. C'est un jukebox à images. Les clients des cafés où ces appareils sont installés peuvent choisir parmi 30 films cachés dans les entrailles de la machine. Des chansons filmées de 2 minutes et demie, l'ancêtre du clip. Ingénieux, populaire, mais pas assez rentable, le Scopitone disparaît après quelques années d'exploitation. Mais le Scopitone est le dernier avatar d'une lignée née en 1894, au tout premier temps du cinéma avec le kinétoscope de Thomas Edison et sa variante sonore, le kinétophone, dont il ne reste aujourd'hui que 3 exemplaires au monde. C'est une sorte de grosse visionneuse individuelle dans laquelle un spectateur unique peut, moyennant redevance, regarder un film d'1 minute.
À l'opposé, la caméra des frères Lumière est une machine à tout faire. Prise de vue le matin, tirage à midi, projection sur grand écran le soir. Une prouesse d'ingénieur, mais aussi une toute autre manière de penser le cinéma. Alors avant l'invention même du cinématographe, il existe au moins 3 grands courants qui apparaissent depuis l'Antiquité ou surtout depuis le XVIIe siècle. 3 grands courants qui consistent d'une part à vouloir piéger les images de la chambre noire, c'est la camera obscura. L'autre courant qui consiste à regarder les images à l'intérieur de boîtes, ce sont les boîtes d'optique. Et le troisième grand courant, qui est très important, c'est la lanterne magique, c'est-à-dire la projection lumineuse sur grand écran dans une salle obscure. Et ces 3 courants, après l'invention du cinématographe, ou même un petit peu avant, vont toujours se rencontrer, se combattre parfois. Le kinétoscope, par exemple, Edison, en 1894, il incarne le courant de la vision en boîte, de la vision solitaire. Un courant qui existe aujourd'hui encore d'une façon évidemment très forte, avec la télévision notamment, entre autres. L'intérêt des frères Lumière, c'est justement d'apporter la projection, c'est-à-dire de récupérer la lanterne magique, le principe même de la lanterne magique, de piéger les images auparavant furtives et fugitives de la caméra obscura, de les enregistrer sur pellicule et surtout de les projeter sur grand écran. Le cinématographe Lumière en 1895, au fond, est une version améliorée du kinétoscope pour grand public. La vision alors cesse d'être solitaire, elle devient collective. Le spectacle cinématographique est créé en tant que tel. L'économie a aussi son importance. Avec le kinétophone et un appareil par spectateur, Edison pense reproduire le succès de son phonographe inventé quelques années plus tôt. Mais un film n'est pas une chanson. Le kinétophone est un échec commercial et l'idée ne survit que sous une forme légèrement louche, comme dans ces spécimens français des années 30. L'avenir du cinéma, c'est la projection publique, mais avec des appareils dédiés, les caméras d'un côté, les projecteurs de l'autre. Chacun y va de son invention. Les formes prolifèrent, d'une poésie involontaire. Les perforations de la pellicule font l'objet d'une véritable bataille. Edison, qui les a inventées, a breveté son système. Une pellicule 35 mm avec 4 perforations rectangulaires de chaque côté de l'image. Pour contourner le brevet, les frères Lumière les remplacent par une seule perforation ronde. D'autres inventeurs en font 2 ou encore 3 d'un côté et une de l'autre. Mais dès le début du XXe siècle, sous la pression des exploitants, la pellicule 35 mm à 4 perforations d'Edison est adoptée comme standard. Ce rectangle, qui imite le cadre d'un tableau peint ou d'une scène de théâtre, règne en maître jusqu'à aujourd'hui. Toujours plus large, jamais plus haut. Seuls de rares réalisateurs, comme le soviétique Sergueï Eisenstein, se révoltent contre la dictature de ces rectangles rampants qu'on dirait, dit-il, écrasés par le poids du dollar, et qu'il propose de remplacer par un format carré où horizontal et vertical s'affrontent à armes égales. Allons plus loin encore. Le réalisateur allemand Ernst Lubitsch cherche à échapper à tout angle droit dans ce film de 1921, La chatte des montagnes, où chaque plan a un cadre de forme différente, selon l'action ou le personnage. Réalisé grâce à de simples caches placées devant l'objectif au moment de la prise de vue, c'est une expérience unique dans l'histoire du cinéma. Sans doute, sa fantaisie contrarie-t-elle trop l'illusion réaliste dont le cinéma se nourrit et qui dépend pour beaucoup de ce cadre rectangulaire où le monde apparaît comme dans une fenêtre. Prisonnier de ce rectangle, le cinéma va se libérer dans une autre dimension,
celle du temps. Les premiers films sont tournés en un seul plan, dont la durée ne dépasse pas 1 minute, et pour cause. On utilise de la pellicule fabriquée pour des appareils photographiques dont la longueur est limitée. Mais le premier mouvement de curiosité passé, ces scénettes ne suffisent plus pour imposer le cinéma comme spectacle payant et les fabricants doivent s'adapter. La durée des films s'allonge. Une métreuse permettant de calculer la longueur de pellicule de 1896 s'arrête à 100 mètres, environ 4 minutes. 10 ans plus tard, elle monte jusqu'à 500, une vingtaine de minutes. Ces minutes gagnées changent tout. Le cinéma ne montre plus le monde tel qu'il est, il raconte, devient récit. 1902. Le voyage dans la Lune de Georges Méliès dure 14 minutes. Une nouvelle notion apparaît, le montage. Le film est fait de 30 tableaux successifs, on ne dit pas encore plans, qui permettent de suivre le déroulement d'une action dans l'espace et dans le temps. 1903. Vie d'un pompier américain d'Edwin Porter. Le montage en est encore à ses premiers balbutiements. Le pompier sauve la dame en sortant par la fenêtre où l'attend la grande échelle. Dans le plan d'après, on change de point de vue et on se retrouve dehors, mais l'échelle n'est pas encore arrivée. Au lieu de poursuivre l'action, on la recommence depuis le début. Le même réalisateur tourne dès 1903 un des premiers gros plans de l'histoire du cinéma. Mais tout le reste du film, qui raconte l'attaque d'un train, est fait d'une succession de tableaux en plan large, et le gros plan ne trouve nulle part sa place, sauf comme une image emblématique, placée tantôt au début, tantôt à la fin, selon les versions, mais toujours à part. Le succès de ces premiers récits crée des problèmes inattendus. Sauvé par Rover, film anglais de 1903. L'histoire d'un bébé kidnappé par une mendiante vindicative et sauvé par Rover, le chien de la famille. À l'époque, les copies positives projetées en public sont tirées directement à partir du négatif original du film. Pour Rover, qui plaît énormément, la demande est trop forte et les outils trop rudimentaires. À partir de la 10e copie, le négatif est tellement abîmé qu'il devient inexploitable. Et le réalisateur doit retourner tout le film une seconde fois. On prend dès lors l'habitude de tourner systématiquement avec 2 caméras pour obtenir d'emblée 2 négatifs originaux quasi identiques. Dans les studios éclairés par la lumière du jour, les décors ne sont conçus que pour être vus de face, comme une scène de théâtre. Un pas décisif est franchi par le duc de Guise. Dans ce film de 1908, L'assassinat du duc de Guise, on voit le duc sortir d'une pièce et dans le plan d'après, entrer dans une autre. Pour nous, ce type de raccord est devenu une évidence. Il n'a pourtant rien de naturel. Dans la vie réelle, il est impossible d'être dans une pièce derrière le duc et de se retrouver la fraction de seconde d'après dans la seconde pièce face à lui. On vient de quitter la scène de théâtre pour un espace-temps d'illusion que seul le cinéma peut créer. Les premières caméras sont à manivelle. La régularité de la prise de vue dépend du tour de main de l'opérateur et de la solidité du pied, un accessoire absolument indispensable pour filmer avec ces grosses boîtes lourdes et fort peu ergonomiques. Le pied d'un opérateur des Frères Lumière, un simple pied d'appareil photographique, réglable uniquement en hauteur. Il faut attendre quelques années avant que ce pied ne reçoive ce qu'on appelle une tête, qui imite les rotations de la tête humaine à la verticale et à l'horizontale. Le caméraman de Buster Keaton. Le film est tourné en 1928, mais la caméra avec laquelle Keaton se débat date de 1910, une antiquité.
filmant une bataille rangée dans un quartier chinois, Keaton reproduit parfaitement la position des premiers opérateurs. Il regarde à côté de la caméra ou par-dessus, mais jamais dans le viseur. Et pour cause, ces premières caméras n'en ont pas. La plupart du temps, on filme au jugé, sans plus de contrôle sur l'image que Buster Keaton sur le chaos qui l'entoure. Et pour éviter que les comédiens ne sortent du cadre, on trace sur le sol du décor des lignes qu'ils ne doivent pas dépasser. On peut ainsi apprécier le talent de l'acteur jouant le duc de Guise qui vient mourir pile sur la ligne. Mais rapidement, la caméra cesse d'être une boîte borgne. Elle reçoit un second œil, le viseur, comme celui de la pâtée professionnelle de 1908. Un accessoire tout simple, mais qui ouvre la voie à une nouvelle esthétique de l'image. C'est avec cette caméra que le grand cinéaste américain D.W. Griffith peut composer ses cadres parfaitement maîtrisés. Cette structure pyramidale mettant en valeur le visage angélique de la jeune héroïne, la courbe de cette anse enveloppant un couple amoureux, le plan rapproché de deux chefs du Ku Klux Klan qui bavardent ensemble au grand galop. Se rapprocher des personnages devient un enjeu, l'objet d'une véritable concurrence entre les compagnies de production. C'est à qui filmera de plus près. La compagnie américaine Vitagraph innove dans les années 1910 avec cette manière systématique de faire venir les acteurs du fond de l'image jusqu'au premier plan et de les cadrer juste au-dessus du genou. On appellera cela le plan Vitagraph, tandis qu'en Europe, on dira plus simplement plan américain. On fait bouger les acteurs, mais aussi la caméra. En 1913, le film italien Cabiria, l'ancêtre du péplum, fait sensation avec ses longs mouvements d'appareil sans aucune justification dramatique. C'est un pur effet de mise en scène, une façon d'inviter le spectateur dans l'espace du film, d'en faire valoir la plasticité. À l'époque, on appelle cette nouvelle invention, largement imitée, le mouvement Cabiria, et le réalisateur du film, Giovanni Pastrone, fait dûment breveter, sinon le mouvement lui-même, du moins le carrello, le chariot sur roue qui permet de le faire. Ce n'est pas seulement l'image des films, c'est l'aspect même des caméras qui change à la veille de la Première Guerre mondiale. Les premiers appareils, comme cette Prévost de 1910, immortalisée par le caméraman de Buster Keaton, avaient l'aspect rugueux d'un outil rudimentaire. Elles ont désormais le poli d'un instrument de précision, comme cette caméra anglaise de 1913, qui peut marcher à air comprimé et être rechargée avec une pompe à vélo, ou cette Bellowell américaine avec son profil si caractéristique où le métal remplace définitivement le bois. La caméra incarne la machine moderne par excellence. Le grand photographe Paul Strand photographie amoureusement sa caméra Ackley, fasciné par sa perfection et la singularité de sa géométrie. L'Ackley est une caméra 35 mm tout à fait atypique, avec une tête hydraulique qui fait partie du corps de l'appareil et permet de réaliser des mouvements parfaitement fluides. Conçu en 1917 par un explorateur qui voulait pouvoir filmer seul en Afrique, ses qualités lui valent d'être adoptées dans les années 20 à Hollywood comme caméra des situations extrêmes. Grâce au téléobjectif de la caméra Ackley, dit un article de l'époque, conçu pour filmer les animaux sauvages en Afrique, le spectaculaire accident de char de Ben Hur emplit l'écran tout entier. Et c'est une autre Ackley qui filme les impressionnantes batailles aériennes du film Wings, le premier film de l'histoire du cinéma à recevoir un Oscar pour la qualité de ses prises de vue. La
la caméra devient objet de fantasme. On accouple les stars avec les machines. Marion Davies avec une Belle Howell, Mary Pickford avec une Mitchell, tout comme la starlette Bessie Love. L'appareil, par définition viril, dompté par la grâce féminine, une version revisitée de La Belle et la Bête. À l'inverse, la caméra française Parvaux-Debris incarne le triomphe de la machine sur l'homme dans un monde dominé par la technique. C'est cette caméra que met en scène le cinéaste soviétique Dziga Vertov dans son film « L'homme à la caméra ». Un film qui tourne le dos à la narration classique pour célébrer un nouveau regard, le regard d'une caméra libérée de sa soumission à un œil humain, imparfait et peu voyant. Il ne faut plus copier sur les yeux, écrit Vertov, mais au contraire, rééduquer l'œil humain à l'aune de la machine qui voit mieux, qui voit plus que nous. Le cinéma a alors suffisamment mûri pour que vienne le temps des théories. Partant à la recherche de l'essence du 7e art, comme on dit alors, les Russes Vertov, Eisenstein, la trouvent dans le montage, un montage qui ne se préoccupe pas de l'illusion de continuité. Le sens et le mouvement du film viennent de ces plans qui s'entrechoquent à toute vitesse, à un rythme qui est celui des machines elles-mêmes, créant, dit Eisenstein, une dynamique comme dans un moteur à explosion. Pour d'autres cinéastes, au contraire, l'essence du cinéma est le mouvement libre de la caméra dans l'espace. C'est ce que le réalisateur allemand Friedrich Murnau appelle la caméra déchaînée, une caméra capable de tout, même de flotter dans l'air sur une plateforme de fortune ou de plonger dans une salle de la bourse accrochée à une corde comme le montre ce making-of du film L'Argent du cinéaste français Marcel L'Herbier, tourné en 1926. Ces bricolages montrent que le tournage des films relève toujours de l'artisanat, mais un artisanat de luxe, mobilisant ponctuellement d'énormes moyens, des dizaines de techniciens, des centaines de figurants, de gigantesques décors construits de toutes pièces, comme ce Luna Park filmé en 1926 par Friedrich Murnau dans L'Aurore, son premier film américain, pour lequel le producteur lui a accordé un budget illimité. L'attraction foraine de la fin du XIXe siècle est devenue le grand spectacle de masse du siècle suivant. Alors que le tournage reste artisanal, tout ce qui l'entoure est désormais industrialisé. La pellicule est fabriquée en usine, puis traitée dans des laboratoires qui alimentent le marché en centaines de copies vues dans des milliers de salles par des millions de spectateurs. C'est le miracle du cinéma, son équation économique. L'œuvre singulière la plus aventureuse est diffusée et exploitée comme un produit de grande consommation. D'où une tension permanente entre innovation et inertie. Chaque fois que l'on modifie le paramètre du cinématographe en tant que technique, au fond, on est obligé de modifier toute la chaîne de production. À chaque fois qu'on touche la pellicule, le format de la pellicule, on touche l'appareil de prise de vue, on touche le laboratoire, les matériels de développement, le matériel de tirage, le matériel de projection, l'écran, les formats sonores. Donc c'est un art très sensible qui ne supporte pas en fait il supporte pas qu'on le touche d'une façon trop brusque, trop aléatoire, parce que là effectivement ça produit des désastres industriels et il y en a eu quand même beaucoup dans l'histoire technique du cinéma. Il y a eu un certain nombre d'impasses ou d'idées
encore une fois, idiotes, qui ont produit des choses tout à fait extravagantes. Je prendrais par exemple l'odorama. L'odorama, c'est une invention extraordinairement absurde, mais qui a fonctionné durant les années 50. Un certain nombre d'exploitants ont investi des millions de francs parfois pour acheter des machines destinées à diffuser les parfums à certains moments du film dans la salle de projection. Mais il faut bien comprendre que le film était encoché, la pellicule du film était encochée à divers endroits pour pouvoir lâcher les dites effluves dans la salle de projection. Donc il fallait rénover toute la salle en quelque sorte, produire un film spécifique et faire en sorte que ça fonctionne. Donc vous voyez, ce type d'impasse, c'est très intéressant à étudier parce qu'elle mène nulle part, puis en même temps, elle répond à un fantasme très ancien du cinéma total. Rien n'incarne mieux la poursuite de ce fantasme que le long feuilleton du cinéma en relief, une révolution maintes fois proclamée, mais qui n'a jamais abouti. Il en reste des curiosités, comme cette caméra stéréoscopique anglaise de 1945, ou ces lunettes anaglyphes conçues dans les années 30 par les frères Lumière, et tous leurs clones des décennies suivantes. Autant de débris laissés par ces efforts sans cesse répétés, ces espoirs sans cesse déçus, malgré toutes les belles promesses. And now, folks, get ready with those spectacles. If, like her and me, you already have 4 eyes, make it a total of 6, like this. Hold them in your right hand, the long side, the right. Place the red window over your right eye. Red over your right eye. Catch 'em? Now keep them there, please. And now 1, and 2, and that's right, push. En 1953, alors qu'on croit l'avènement de l'âge stéréoscopique enfin arrivé, Chris Marker publie dans les Cahiers du cinéma un article sur le sujet. Tout Los Angeles, écrit-il, raconte l'histoire d'un monsieur qui entre dans une salle de cinéma 3D au milieu d'une séance et se trouve gêné par le dos considérable du personnage assis devant lui. « Ne pourriez-vous vous mouvoir, dit-il poliment en lui frappant sur l'épaule, vous me bouchez la vue. » Et l'autre, « Je ne peux pas, je suis dans le film. » Voici le bruit de voiture. C'est à peu près ça. Le départ d'un train. Les mésaventures du son racontent encore une autre histoire. Jusqu'à la fin des années 20, les grandes salles de cinéma sont équipées de ces ingénieuses boîtes à bruit qui, au moment de la projection, permettent d'ajouter un supplément de réalité à des films qu'on devrait dire sourds, mais qu'on dit muets parce que leurs acteurs ne parlent pas. Un bruit indispensable dans les scènes de ménage, la vaisselle cassée. Le vent. Et plus important encore, des musiciens présents pendant la projection interprètent des partitions spécialement composées pour les films, qui soulignent sentiments et effets dramatiques, tout en masquant opportunément les bruits réels de la salle pour permettre à chacun de s'abandonner à l'illusion. Pourtant, dès 1895, on tourne des films en son synchrone, un son enregistré en même temps que l'image. Ici, c'est William Dixon, l'assistant d'Edison, qui est au violon, collé à un énorme cornet acoustique, car on ne connaît encore ni microphone, ni amplificateur et haut-parleur. Le son est enregistré sur un cylindre de cire du phonographe d'Edison. Et c'est là que les ennuis commencent, car pendant des décennies, on va s'obstiner à associer ainsi son et image sur 2 supports différents, sous prétexte que chacun a fait ses preuves.
C'est ce que fait Gaumont au début du XXe siècle, avec ses phonocènes, des chansons filmées de quelques minutes. Le son est enregistré sur un nouveau support, le disque, qu'on trouve tout naturel d'utiliser car il est fabriqué industriellement, fiable et disponible. Et c'est ce que fait encore dans les années 20 le procédé le plus performant, le Vitaphone. Grâce au progrès de l'électroacoustique, on maîtrise désormais l'enregistrement et la diffusion. Mais on continue à s'obstiner à enregistrer le son sur disque. L'accouplement de deux supports aussi différents est une impasse. La technologie est trop complexe pour qu'elle puisse se généraliser et elle reste délicate à mettre en œuvre. Si en cours de projection le film casse ou l'aiguille du disque saute, la synchronisation est irrémédiablement perdue et la séance fichue. Le spectaculaire succès en 1927 du film Le chanteur de jazz change la donne et les grands studios partent enfin à la recherche d'un procédé plus cohérent, plus simple, plus efficace. Un bond dans le temps. 1955, près de 30 ans après Le chanteur de jazz, Blinkety Blank, un film d'animation du Canadien Norman McLaren, reçoit le prix du court-métrage au Festival de Cannes. Sur la bande-son, la musique fait de temps à autre place à d'étranges sons percussifs. Contrairement à la musique, ces sons n'ont jamais été enregistrés. McLaren les a peints directement sur la pellicule. C'est ce qu'on appelle le son optique, une image transformée en signal sonore par une lampe portant le charmant nom d'excitatrice. Lors du tournage, les modulations du son produisent des variations de lumière enregistrées sur un film spécial, puis reportées sur le bord de l'image. Son et image sont ainsi liés sur un support unique. Le procédé est connu depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mais n'est utilisé qu'à titre expérimental par des artistes d'avant-garde européens et soviétiques. Le succès du chanteur de jazz pousse les grandes compagnies américaines à racheter les brevets existants et mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. La conversion est alors tellement rapide que certains films, comme Blackmail d'Alfred Hitchcock, tourné en 1929, sont commencés comme muets et achevés comme parlants. De ce film, on a aujourd'hui les deux versions, celle d'avant et celle d'après l'arrivée du son. Une scène cruciale montre la jeune innocente se changeant derrière un paravent, tandis que le séducteur attend son heure. Dans la version muette, l'affaire est expédiée à toute vitesse, le temps d'un plan de coupe, et l'actrice Annie Ondra réapparaît habillée de sa nouvelle robe. Dans la version sonore, le tempo change du tout au tout. Devant le paravent, un nouvel accessoire fait son apparition, un piano. Le séducteur entreprend de nous démontrer qu'on est bien dans un film parlant, le premier tourné en Angleterre, et Annie Ondra, qui dans la version muette se changeait en moins de 20 secondes, doit maintenant s'arranger pour faire durer le plaisir tout le temps de la chanson. Just idle chatter. They praise the woman of the past age and loathe her daughter of this past age. They sing a hymn of hate about Miss Up-to-Date and spend their spite from morn till night. On dit souvent qu'avec l'arrivée du parlant, la caméra a perdu de sa mobilité. Les appareils, très bruyants, devant être enfermés dans de véritables cabanes insonorisées ou dans de lourds caissons métalliques, appelés blimp, se retrouvent ainsi cloués sur place. Un historien anglais a eu l'idée de vérifier. La paralysie dure 6 mois, puis la caméra se remet à bouger, encore plus qu'avant. Le poids des blimps y est pour quelque chose. Ils sont si lourds que même pour déplacer la caméra entre deux plans fixes, on prend l'habitude de la laisser sur un chariot à roues, la dolly, dont l'emploi se généralise. Mais surtout, les studios se mettent à investir dans la conception de nouveaux outils
permettant de déplacer la caméra librement dans l'espace et qui jusque-là relevait du seul bricolage des opérateurs. En 1929, Universal est fier d'annoncer la construction de la première grande grue de tournage fabriquée spécialement pour le film Broadway et qui, dit la publicité, peut tout faire sauf parler. Ces outils accompagnent la naissance d'un nouveau genre apparu avec le parlant, la comédie musicale, dont les rythmes et les chorégraphies demandent tout naturellement ces grands mouvements de caméra qu'on appellera bientôt des plans séquences. 42e rue, un film de 1932. L'arrivée du son marque aussi une étape décisive de la standardisation. Toutes les caméras sont désormais alimentées électriquement, sans quoi la synchronisation serait impossible. Et alors que jusque-là l'opérateur pouvait à son gré varier la vitesse de prise de vue en tournant plus ou moins vite la manivelle, les caméras du monde entier se mettent désormais toutes à tourner à la même vitesse de 24 images par seconde. Le reste du matériel doit aussi s'adapter. La lumière d'abord. Les grands projecteurs à arc, bruyants, sifflants et cliquetants, cèdent la place à de nouvelles lampes, moins performantes, mais totalement silencieuses. La standardisation n'est pas seulement technique. À partir des années 30, les grands studios américains imposent de façon stricte la bonne manière d'éclairer une scène, selon le genre ou la situation, mais indépendamment du goût du réalisateur ou de son chef opérateur. La règle absolue est de bien détacher l'acteur du fond, qu'on garde pour cela délibérément flou. Chaque figure est éclairée par au moins 3 projecteurs qui modèlent le visage à la face et en soulignent les contours par un léger contre-jour. Les acteurs sont ainsi enfermés dans une véritable cage de lumière. Il faut attendre 1941 pour qu'un réalisateur américain secoue la cage. Dans Citizen Kane, Orson Welles et son opérateur Greg Toland filment des personnages que le contre-jour brutal d'une salle de projection transforme en simples silhouettes, à rebours d'une règle stricte de Hollywood imposant de toujours bien éclairer le visage de l'acteur qui parle. Volonté du réalisateur, mais aussi progrès technique décisif. 6 mois plus tôt, il n'aurait pas été possible d'obtenir de silhouettes aux contours aussi nets et tranchés. Il fallait, dit Greg Toland dans un article de l'époque, qu'apparaissent sur le marché des objectifs avec un tout nouveau traitement anti-reflet pour pouvoir se permettre de filmer ainsi face à la lumière. Une photo illustrant l'article montre la caméra dans un trou que Welles n'a pas hésité à faire ouvrir dans le plancher du studio pour pouvoir filmer de beaucoup plus bas que ce qui était communément admis. Welles est le type même de ces réalisateurs qui, à partir des années 40, contestent le pouvoir des grands studios. Le plan séquence, né avec la comédie musicale, devient pour eux à la fois un moyen de prouver leur virtuosité et d'établir un nouveau rapport de force. En effet, en Amérique, le montage est le stade où le producteur affirme définitivement son pouvoir sur le film,
coupant de ci de là, demandant à ce que tel ou tel plan soit enlevé, rajouté, changé. Or, ces longs mouvements savamment chorégraphiés forment un tout, difficile à raccourcir, impossible à rallonger. Résistant au montage, ils sacralisent le travail du réalisateur et vont s'imposer dans les années qui suivent comme une des figures favorites du cinéma moderne. Ce plan de 3 minutes qui ouvre en 1958 le film de Wells « La soif du mal » a une autre caractéristique. Comme la très grande majorité des films dits sérieux à la fin des années 50, il est encore en noir et blanc. L'histoire du cinéma a ses mystères, ces petits films en couleur du début du XXe siècle par exemple. On voit bien qu'ils partent de prises de vue réelles qu'on peut identifier, comme ce déjeuner de bébé des frères Lumière, mais on ne comprend toujours pas le procédé qui a permis de les transformer en séquences colorées où ne subsistent plus que les contours de l'image initiale. La couleur au cinéma est d'emblée associée à cet entre-deux, une image photographique teintée d'irréel, un monde rêveur et enfantin. Il y a à cela une raison technique. La pellicule couleur n'existe pas. On filme en noir et blanc et on colorie ensuite les copies des films, image par image, à la main et au pinceau, comme ce film de la réalisatrice française Alice Guy, puis plus tard au pochoir. Un coloriage forcément approximatif, plus poétique que réaliste. Mais dès les années 10 du XXe siècle, on trouve des solutions pour tourner des films en couleur sur des pellicules noir et blanc, en utilisant des caméras comme cette Pathé de 1912, équipée de 3 objectifs, chacun muni d'un filtre de couleurs différentes, rouge, bleu et vert. Les 3 objectifs enregistrent simultanément 3 images sur une pellicule 35 mm, une par couleur. Un autre prototype enregistre les 3 images sur une pellicule 70 mm dans le sens de la largeur. Le film est ensuite projeté avec un projecteur muni aussi de 3 objectifs et des mêmes filtres, et l'image couleur est ainsi reconstituée sur l'écran. Mais le procédé suppose le remplacement de milliers de projecteurs et ne peut se généraliser. La prouesse technique est un échec commercial. D'autres inventions reprennent plus ou moins le même principe sans plus de succès. Le désir est bien là, mais pas l'équation économique. La solution se cache dans cette gigantesque boîte qui apparaît sur les plateaux des grands films américains au milieu des années 30. Un monstre. On dirait un coffre-fort destiné à mettre l'argent du producteur à l'abri. C'est le caisson insonorisé d'une toute nouvelle caméra. La caméra Technicolor, qui produit un film en couleur pouvant être projeté sur n'importe quel appareil. Dans cette histoire qui nous occupe, il y a beaucoup de machines idiotes, de procédés stupides, qui sont très intéressants, mais il y a aussi beaucoup de machines intelligentes, selon l'expression de Jean Epstein. Et parmi les plus belles caméras, et peut-être la plus intelligente de ces machines, il y a la caméra Technicolor de 1932, qui au fond résout avec une sorte de virtuosité, d'intelligence suprême, tous les problèmes de la prise de vue en couleur. Problème qui a agité l'industrie du cinéma, au fond, depuis le cinématographe Lumière. La caméra Technicolor, en fait, elle est mise au point entre 1915 et 1932. Le modèle de 1932, c'est vraiment le plus évolué. Il fonctionne avec 3 pellicules qui défilent en même temps, en synchronisme. Et c'est un prisme diviseur à l'intérieur de cette machine qui opère la séparation des 3 couleurs, rouge, vert, bleu, sur ces 3 négatifs. La beauté de ces copies 35 mm Technicolor est aujourd'hui perdue. On ne peut plus maintenant faire de films avec le Technicolor
Les caméras sont devenues très rares, elles sont très difficiles à trouver, mais surtout tous les matériels de développement et de tireuses ont disparu. Et même le numérique, avec toute sa force de calcul, ne peut aujourd'hui arriver à retrouver ce secret perdu. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Le secret perdu, c'est aussi celui d'un système totalement verrouillé. Technicolor contrôle tout. Le laboratoire, le tirage des copies, les caméras qui ne sont pas vendues mais louées, et surtout l'image même du film dont le tournage doit être supervisé par un consultant Technicolor ayant pouvoir de décision. À cause de ses contraintes et de son coût, le procédé reste réservé à de grandes productions, romances historiques, comédies musicales, fantasy comme Le Magicien d'Oz. Ce qui ne fait qu'accroître la mauvaise réputation de la couleur, surtout auprès des grands cinéastes européens. Ceux-ci la jugent frivole, vulgaire, ennemie de l'art, et restent fidèles au noir et blanc, gage de sérieux et d'authenticité, la véritable couleur du réel. Même le producteur américain Daryl Zanuck choisit le noir et blanc pour Le Jour le plus long, un des films les plus chers de son temps. « Je veux, déclare-t-il sans craindre le paradoxe, que mon film soit une reconstitution véritable de ce qui s'est réellement passé. » La dernière grande révolution du cinéma n'est pas une révolution technique. C'est une révolte contre la technique et la perfection à laquelle elle est arrivée au milieu du XXe siècle. Le culte de la belle image du film de studio, les artifices, la lourdeur de tout l'appareil de ce qu'on appelle alors le cinéma de qualité. Est-ce que tu m'accompagnes, Harold? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir. Vous venez d'où? Monte-Carlo? Non, de Marseille. Je suis resté À samedi bout de et dimanche souffle, à Monte-Carlo. 1959, de Jean-Luc Godard. J'ai dit, j'ai essayé de t'appeler de Marseille. Le plan est de guingois, d'une maladresse délibérée. L'image se veut quelconque, décapée de son vernis esthétique, pour retrouver un air de vérité. Ce n'est qu'un faux semblant, bien sûr. On est dans un film de fiction, mais qui s'amuse à escamoter tout l'appareillage du cinéma, à faire comme si la situation avait été surprise plutôt que mise en scène. Oui, je suis en danger. Tu veux pas venir à Rome avec moi, Patricia? Et faire quoi là-bas? On verra. Non, j'ai beaucoup de choses à faire à Paris, Michel. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes ou tu descends les Champs? Qu'est-ce que c'est les Champs? Les Champs-Élysées. Le cinéma apprend à lâcher prise pour retrouver une réalité que le tournage en studio l'avait condamné à mimer. Cela passe par une autre manière de tenir la caméra, qui ne fait qu'un avec l'œil et le corps. Mais la caméra à la main n'est pas une invention de la nouvelle vague. Histoire de détective, un film de 1929 du cinéaste belge Charles de Coeckler. Le détective du film est une sorte de précurseur du cinéma vérité. Il mène son enquête avec une caméra pour outil d'investigation. La machine, belle comme un insecte, une Sinex Bourdereau, est une des premières conçues pour être tenue à la main. C'est le point de départ d'une petite musique qui court tout au long du XXe siècle. De la Reflex allemande de 1938, la caméra des opérateurs de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, au Caméflex français d'À bout de souffle, jusqu'à l'Aminima d'Aaton apparu en 2000, qui pour Jean-Pierre Boviala, son concepteur, met le cinéma là où il n'a pas l'habitude d'être.
Don't Look Back, d'Arthur Pennebaker, 1965. La première tournée anglaise de Bob Dylan. On appelle ça le cinéma direct, un cinéma sans phare, sans filtre. Bien sûr, la technique continue à jouer son rôle. Pour pouvoir filmer dans cette proximité, il faut de nouvelles manières d'enregistrer le son, sur magnétophone portable, de nouvelles caméras légères, de nouvelles pellicules ultrasensibles, de nouveaux outils à l'aune d'une nouvelle sensibilité urbaine, de ses rythmes et de ses lumières. Le plus étonnant est de voir avec quelle rapidité le cinéma de fiction, le cinéma lourd, se met au diapason et invente à son tour d'autres outils pour récupérer ce souffle de liberté, mais dans une version propre, débarrassée de tout ce chahut qui en fait le charme, mais le rend difficilement acceptable par le grand public. Dès 1972, apparaît cet objet étrange, fait de contrepoids, de poulies, de cardans et de ressorts, le Steadicam, inventé par l'opérateur américain Garrett Brown. La chose permet de filmer en marchant, en courant, en montant l'escalier, et de garder toujours une image parfaitement stable. Avec sa veste assortie, l'ensemble pèse 50 kg et transforme l'opérateur en homme-machine. Au même moment, en France, deux jeunes caméramens, mis au défi de filmer un plan séquence dans l'espace exigu d'un sous-marin, ont l'idée de fixer la caméra au bout d'un long bras rigide. Ce sera le prototype de la Luma qui, grâce à la fluidité de ses mouvements aériens, va devenir l'outil standard du cinéma dans les années qui suivent. Des tout premiers pas de cette grue à la technologie révolutionnaire restent aujourd'hui ces plans filmés avec une caméra amateur sur une pellicule 8 mm où l'image semble sur le point de disparaître. L'histoire du cinéma et de ses inventions ne s'arrête pas dans les années 70. Mais tout se passe comme si elle était arrivée à maturité après avoir parcouru en à peine quelques décennies le trajet que la peinture occidentale a mis des siècles à faire, des primitifs aux classiques, des classiques aux modernes. Quant à la technologie qui a accompagné le cinéma tout au long de cette histoire, elle touche aujourd'hui à sa fin avec la disparition du monde industriel qui lui a donné naissance, un monde de métal, de mécanique et de chimie, de rouage et d'émulsion. Une nouvelle espèce d'image prend sa place, apparue pour la première fois en 1993 dans Jurassic Park de Steven Spielberg, des images fabriquées par ordinateur. Jusque-là, même dans les fictions les plus folles, restait la réalité de la caméra et de ce qu'on mettait devant. Ce lien est rompu. L'image n'a plus d'autre limite que l'imaginaire de ceux qui la créent et la puissance de leurs ordinateurs. Mais ces dinosaures appartiennent déjà au passé. Les nouvelles technologies numériques, avec leurs robots et leurs capteurs, transforment aujourd'hui les acteurs eux-mêmes en composants et en processeurs. Et bientôt, ce sera au tour des spectateurs qui pourront quitter la salle de cinéma qu'ils partageaient avec d'autres pour réaliser, seuls sous leur casque, le rêve d'une immersion totale dans un univers virtuel. Être enfin dans le film, comme le bonhomme de la blague de Chris Marker. On appelle cela encore le cinéma, faute de mieux. Mais c'est déjà autre chose qui n'a pas encore de nom. Être au cinéma, ce n'est pas être dans le film, mais devant le film. Rêveur mais éveillé, passionné par ce que nous voyons, mais toujours conscient de la différence entre nous et les figures sur l'écran, sentant obscurément que la magie se cache là, dans cet écart. Peut-être ces quelques dixièmes dont parle l'ancien traité de théâtre No, cette infime distance qui sépare spectacle et spectateur.